Bonjour, dans cette nouvelle capsule, on va parler de la dynamique du transport des sédiments et bien sûr, on va essayer de faire la relation entre le courant et les particules transportées. En fait, lors du transport, une particule est soumise à la force du courant et également à son poids. Et donc, comme on voit ici sur le schéma, deux forces qui agissent en même temps. Et lorsque la force du courant est supérieure à la pesanteur à P, il y aura un transport. Par contre, lorsque P est supérieur, on aura donc une sédimentation. Et comme on va voir sur cette séquence vidéo, oui, ici le courant qui va dans ce sens, les particules telles que les galets ne sont pas mobilisées. Par contre, les graviers ici et les grains de sable, la force du courant, il arrive à les déplacer. Bien certains ils glissent, d'autres ils roulent. Et bien sûr, les sédiments qui sont en solution, ils sont dissous dans l'eau. Alors on peut mettre en évidence cette relation. En fait, l'intensité de l'érosion et du transport est liée à l'énergie du courant. Comme on voit sur ce montage expérimental, on voit bien ici, nous avons ici des sédiments de l'eau. Lorsque le courant de vibration est faible, on voit ici un agitateur, seules les particules fines sont mobilisées dans le bécher. Lorsque la force est moyenne, le courant est moyen, c'est-à-dire la vibration est moyenne, ce sont les particules moyennes. Mais lorsque la force de vibration est très importante, on voit bien que ce sont les grands sédiments qui sont mobilisés. Et bien sûr, dans la nature, en fait, il y a une formule avec laquelle on peut expliquer ça. En fait, l'énergie développée par le courant, c'est une relation entre la masse la masse d'eau mobilisée ou bien la masse d'air et la vitesse de ce courant. Et donc, plus la masse mobilisée, plus la vitesse mobilisée est très importante, plus l'énergie développée par le courant, elle sera très importante. Alors, comme on voit sur cette vidéo, nous avons ici une masse d'eau qui se jette. Donc, son énergie potentielle, ou bien la différence de l'énergie potentielle est tellement importante que le courant va provoquer donc l'arrachement des sédiments de la roche-mère, va provoquer leur transport. On voit bien ici une grande masse d'eau qui se déplace avec une grande énergie. Et bien sûr, donc, son impact sur la roche-mère va être très importante. Si on compare donc l'action de l'eau à ce niveau-là, et à ce niveau-là, on voit bien que l'énergie développée ici est très importante que l'énergie développée au niveau de ce point. Et bien sûr, dans la nature, également la masse d'eau, vous voyez ici, il y a une grande masse d'eau qui est mobilisée et qui, dans l'impact, bien sûr, sera très, très importante. Également, lorsqu'on s'intéresse à l'air comme à un autre agent, l'air comme un autre agent, donc la quantité, on voit bien ici, donc la quantité de sédiments transportés par le vent est très importante. Et bien sûr, ici, ce sont surtout les sédiments fins qui sont très mobilisés lorsqu'il s'agit du vent. Alors, pour montrer cette relation, le diagramme, la relation entre la taille du sédiment et l'action du courant, le diagramme de Liouville-Ström, il permet en fait de connaître l'activité d'une particule détritique en fonction de la vitesse du courant dans l'eau, que ce soit l'eau de mer ou bien un cours d'eau douce, et en fonction de sa taille. On voit bien que ce diagramme, en fait, il met la relation entre la vitesse ici, nous avons la vitesse ici avec une échelle logarithmique, 0, 1, 1, 10, 100 et 1000, et également ici la taille des grains en millimètres, qui suit également une échelle logarithmique. Alors, ce diagramme, en fait, il délimite trois zones. Une zone où la roche considérée, elle va être érodée, une zone où il va être transporté, une zone où il va être sédimenté. Alors si on prend par exemple une particule de 1 mm de diamètre, en fonction de la vitesse du courant,
Si par exemple nous avons un courant de 100 cm par seconde, alors dans ce cas, la particule sera arrachée à la roche-mère. Par contre, si par exemple il est égal à 10, la vitesse, la particule sera transportée pour une vitesse qui est de par exemple 1, elle sera donc en état de dépôt. Alors on peut montrer ça par une petite animation. On voit ici que les sédiments, lors du transport, ils présentent en fait différents modes de transport. On voit bien qu'il y en a certains qui roulent, comme celui-là, certains qui glissent, certains qui font la saltation, et d'autres qui peuvent être transportés, bien sûr, sous forme soluble ou bien en suspension. Cela nous ramène en fait à déterminer différents modes de transport des particules dans un courant d'eau, par exemple. Il y a le glissement pour les particules dont le poids est très important. Ils glissent sur le lit de la rivière, par exemple, ou bien ils font le roulement lorsque leur forme est presque globulaire. Ils font la siltation pour des particules de petite taille. Ils peuvent être transportés en suspension, c'est le cas des grains d'argile, mais ils peuvent être également transportés en solution, c'est le cas des grains de sel ou bien des éléments dissous. Mais lors du transport, on assiste en fait au fur et à mesure que, dans le cas d'un fleuve, que la force elle diminue dans l'espace, dans le temps et dans l'espace bien sûr. Et bien sûr, on aura donc les grains qui ont tendance à se déposer. Plus la force F elle va diminuer, plus les éléments ils vont avoir tendance à se déposer et on va assister en fait à un dépôt des grains ou bien des particules lorsque la vitesse elle va diminuer, ce qui va nous donner en fait un classement comme vous voyez sur ce schéma là. Sur cette animation, les grandes tailles se sont déposées les premiers, suivis par les tailles moyennes et enfin par les petites tailles. Donc ce schéma-là, il récapitule un peu. Donc dans un fleuve, lorsque sa force il diminue, il va nous amener à un grand classement horizontal des sédiments transportés. On aura les blocs en premier, suivi par les graviers, suivi par les sables et enfin par les boues. Donc c'est ce qu'on appelle un granoclassement horizontal. C'est très typique des fleuves. De l'amont vers l'aval, on aura toujours un granoclassement horizontal. En plus de la sédimentation, donc ça c'était le cas de la sédimentation dans les eaux courantes. Par contre, lorsque la force du courant est égale à zéro, ou bien lorsqu'on a des eaux stagnantes calmes, dans ce cas, on aura ce qu'on appelle un granoclassement vertical. On peut montrer ça par un mélange de sédiments dans un récipient ouvert. Donc au départ on a agitation, ce qui fait un mélange, mais lorsqu'on laisse la préparation en calme, on aura les éléments de grande taille en bas, suivis des tailles moyennes et des petites tailles, et ainsi de suite. Donc c'est un granoclassement vertical. On le voit ici sur ces couches très anciennes. On voit bien ici les tailles grandes, suivies des tailles moyennes et enfin les tailles fines. Dans le cas de granoclassement vertical, on peut avoir deux cas, soit un granoclassement vertical normal ou bien un granoclassement vertical inverse. Dans le premier cas, donc ce sont les éléments de grande taille qui se sont déposés les premiers, puis les tailles moyennes et enfin les petites tailles. Dans le cas d'un granoclassement vertical inverse, nous aurons les éléments de petite taille en bas, suivis des tailles moyennes et enfin les particules de grande taille en haut. Donc ça en fait, il reflète l'énergie du milieu. En fait, ce granoclassement vertical normal, il nous indique en fait que au cours du temps, l'énergie du milieu a diminué. Par contre, ici, il nous indique que au cours du temps, l'énergie du milieu il augmente graduellement. Dans la sédimentation verticale, on peut avoir des épisodes, c'est-à-dire que parfois vous aurez un épisode de sédimentation verticale
puis un arrêt de la sédimentation, ensuite une reprise de la sédimentation. Donc ici nous avons les grandes tailles suivies des moyennes, des petits, et un arrêt de sédimentation, puis une reprise de la sédimentation. On a ici en haut, donc dans ce diagramme, des figures de sédimentation, ça c'est des ripple marks qui nous indiquent généralement sur les couches supérieures on trouve des figures sédimentaires comme les ripple marks, et grâce auxquelles on peut donc déduire le sens du courant. Alors en conclusion, le transport des sédiments est assuré par les agents de transport comme l'eau, le vent, la pesanteur et les glaciers. Ce transport en fait est influencé par la taille des grains, la vitesse du courant, et les sédiments lors du transport ils glissent, ou bien ils roulent, ou bien ils se déplacent par saltation jusqu'au lieu de sédimentation. Et donc au revoir jusqu'à une prochaine capsule.